Grimgor et ses gardes du corps étaient sortis un jour du désert foudroyé, chancelants et couverts de sang et de cicatrices. Bien que fourbus et affamés, ils comptaient parmi les orques noirs les plus durs que le monde ait jamais connus. Ces quelques orques noirs étaient tous fatigués et affamés, mais ils étaient armés jusqu'aux dents et semblaient avoir survécu à de nombreux combats. Certaines de leurs blessures semblaient récentes, mais personne n'osa plus rien leur demander car ils compensaient leur nombre réduit par leur brutalité impitoyable. Grimgor prit facilement la tête de la première tribu orque qu'il rencontra, conquit la seconde et extermina la troisième. Les tribus qui avaient bien combattu étaient épargnées, comme les ouvreurs de crâne, mais la plupart furent exterminées sans autre forme de procès, comme les tribus gobelines des glaneurs d'os ou des lances rouges. Bientôt, les tribus les plus redoutables des deux versants des montagnes du bord du monde avaient rejoint Grimgor, ou étaient tombées sous les coups de sa hache ensanglantée. L'appétit guerrier de Grimgor est exceptionnel, même pour un orque noir. Il voulait toujours plus de tuerie. S'il ne combattait pas pendant plus d'une journée, il cherchait querelle à tout ce qu'il croisait, son œil valide cerclé de cicatrices à l'affût de la moindre faute. Au bout de 2 jours, il tua tout gobelin assez malchanceux pour lui tomber sous la main. Nul ne sait ce qui se passerait au bout de 3 jours sans confrontation, mais même les vétérans couturés de cicatrices tremblaient à cette pensée. Grimgor ne recherchait rien d'autre qu'une éternelle bataille, et pour un orque, cela prédispose à être chef. Pour un énorme orque noir accompagné d'une telle suite, cela prédispose à la grandeur. Un mois après son arrivée, il s'est forgé un petit empire dans la partie nord des montagnes du bord du monde, et les peaux vertes s'étaient ralliées à sa bannière par milliers. Cette intarissable soif de combat est la marque des grands chefs et d'un talent guerrier inégalé. Il s'agit, indubitablement, d'un élu de Gork. Grimgor s'entoure d'une suite d'orques noirs d'élite, une bande de durs à cuire, les immortels. Ce surnom leur vient du fait qu'ils survivent aux batailles les plus désespérées. En définitive, Grimgor préfère les orques noirs à toute autre espèce de peau verte. Mais les autres types d'orques, voire de gobelins, parviennent toutefois à se glisser dans son camp, attendant que son regard d'acier se fixe ailleurs. Tant que les choses vont bien, c'est-à-dire s'il y a d'autres races à combattre, Grimgor tolère leur présence, du moins aussi longtemps qu'ils restent hors de vue. Néanmoins, lorsque Grimgor tombe à court d'adversaires, les nombreuses tribus accrochées à ses basques tendent à se retrouver du mauvais côté de la bannière et sur la trajectoire de Gins, sa hache magique. Dans ces moments-là, les tribus les plus avisées se tiennent prudemment à l'écart du camp de Grimgor, jusqu'à ce que la tempête se calme. Grimgor s'est taillé un chemin sanglant depuis les terres sombres, jusqu'au centre de l'Empire. Les nains de Karak Kadrin furent les premiers de leur race à connaître sa colère, lorsque son armée et lui se jetèrent sur eux avec une férocité démente. Ceux qu'il ne tua pas, il les fit prisonniers pour les torturer, leur arracher la barbe, poil par poil, ou chauffer leur armure jusqu'à les faire cuire. Il ne tenta jamais de prendre la forteresse elle-même, se contentant de massacrer ceux qui étaient envoyés contre lui, jusqu'à ce que les nains désespérés par leur perte s'enterrent dans leur défense pour attendre l'hiver. Grimgor ne voulut pas attendre. Il repartit vers le nord et traversa le col du Pic pour trouver de nouvelles victimes au Kislev. Malgré la vaillance des Kislevites et leurs habitudes des rigueurs de l'hiver, la violence de l'attaque de Grimgor fit chanceler leurs forces. Ils envoyèrent 3 armées pour l'arrêter. Grimgor les massacra et mangea les cadavres par manque de nourriture. Mais alors qu'ils approchaient de la capitale, les prières de la reine des glaces furent entendues, et une tempête de neige vint ralentir les peaux vertes. Toute l'armée fut soudainement enveloppée d'un manteau de glace, tourbillonnant, qui sema la confusion dans leurs rangs. Les gobelins, aveuglés, geignaient, et les orques les faisaient avancer à coups de pied, mais les repères du chemin disparaissaient dans un labyrinthe de blancheur. Après avoir avancé à tâtons pendant une journée, Grimgor ordonna une halte et s'assit pour réfléchir. Frustré et furieux de cette halte forcée, il démembra de nombreux gobelins. Heureusement, la horde en comptait des centaines. Bientôt, les chamans orques parlèrent de sorcellerie, et selon eux, la tempête n'est pas naturelle. Le lendemain, Grimgor ordonna à son armée de repartir vers les montagnes. Sur le chemin du retour, la tempête sembla se calmer.
Mais à chaque tentative de marcher à nouveau sur le Kislev, les vents se déchaînaient et criblaient les orques de glace. Grimgor retourna dans les montagnes du bord du monde, empli d'une rage qui présageait du pire pour ceux qui se mettaient sur son chemin, qui se trouvèrent être les Skeven du clan mort. Ils avaient décidé d'établir une base d'où lancer ses attaques, et l'ancienne forteresse naine de Karak-Ungor lui semblait parfaite. La plupart des gobelins de l'œil rouge qui y vivaient étaient déjà soumis à Grimgor, et le peu qu'ils n'étaient pas changèrent vite d'avis. C'est dans les profondeurs des tunnels que Grimgor trouva de vrais adversaires. Et bientôt, les anciennes salles s'emplirent du bruit des batailles. Mois après mois, les combats firent rage. Des milliers de Skaven et des peaux vertes moururent pour chaque pièce et chaque couloir. De temps à autre, Grimgor pensait les Skaven détruits, et tombait sur un nouveau passage secret regorgeant de vermine. N'ayant pas de carte du dédale, de galeries que les Skaven et les gobelins de la nuit n'arrêtaient pas de creuser, Grimgor se retrancha dans les niveaux supérieurs, laissant ses soldats se battre dans les profondeurs. Il avait trouvé exactement ce qu'il voulait, une éternelle bataille. Telle devint la vie de Grimgor. L'été, il mène ses guerriers vers Kislev ou vers l'Empire, et massacre tous ceux qui lui résistent. L'hiver, il se retire dans les ruines de Karak-Ungor, la montagne de l'œil rouge, et passe le temps à tuer les Skaven qui infestent les niveaux inférieurs. Mais il semble se lasser de ce jeu, et cherche d'autres adversaires à fendre de sa hache. Peut-être descendra-t-il un jour sur les terres pour ne plus remonter dans sa forteresse. Les femmes de l'Empire disent à leurs enfants d'être sages, ou les orques viendront les chercher, et quand elles disent cela, elles pensent à Grimgor. Mais Grimgor s'est lassé de cette routine, et est parti en quête d'un adversaire digne de lui. Lors de la Waag qui s'ensuivit, des dizaines de seigneurs hauts elfes et des rois nains périrent sous sa hache, et des centaines de villages furent réduits en cendres. Il désespère de trouver un jour un adversaire à la hauteur de ses talents meurtriers. Lorsque Grimgor sera las de ce petit jeu, il repartira en quête d'un défi à sa mesure. Le monde entier tremblera de peur, chaque nation priant pour que l'orque noir ne marche pas dans sa direction. Grimgor, boîte en fer, sortit de l'ombre pour devenir un des plus grands seigneurs de guerre orques de tous les temps. Avec ses 8 pieds de haut, sa musculature noueuse et son armure magique pratiquement invulnérable, Grimgor était une brute imposante. Pourtant, sa présence physique ne représentait qu'une menace mineure comparée à la sauvagerie dont Grimgor faisait preuve quand il se battait, c'est-à-dire très souvent. Pour Grimgor, le combat était une fin en soi. Il ne caressait pas vraiment d'ambition. Au lieu de vouloir régner sur des terres et des guerriers, l'élu de Gork voulait simplement prouver qu'il était le guerrier le plus brutal et le plus accompli de tous. La fin des temps s'annonça alors que Grimgor se battait dans les tunnels de la montagne de l'œil rouge. Depuis de longs mois, ces immortels et lui avaient tenu face à une marée de Skaven apparemment infinie montant des profondeurs. Tout à coup, cette vague d'ennemis jusque-là régulière se tarit, du fait que les hommes-rats rassemblaient leurs forces en vue de l'invasion finale du monde de la surface. Ce serait un euphémisme que de qualifier de déception la réaction de Grimgor. Pendant des heures, ces hurlements de frustration secouèrent le dédale souterrain dans la racine de la montagne de l'œil rouge. Quand Grimgor sortit des cavernes sous la lumière lunaire, il sentit comme un changement dans l'air. Tout autour de lui, une sorte d'énergie palpable flottait dans la brise, telle une fumée épaisse. Grisé par cette sensation, Grimgor se rendit compte que ses gars éprouvaient la même chose. Un phénomène de grande ampleur se manifestait. Fini de se battre par désœuvrement, le moment était venu de rassembler la Waag. Des mois de tueries s'ensuivirent. La Waag Grimgor marcha vers le sud et traversa les montagnes des bords du monde en tuant et en brûlant tout au son des tambours. D'innombrables peaux vertes affluèrent pour rallier l'étendard sanglant de Grimgor. Les affrontements étaient quotidiens. Colonies naines incendiées, tribus de peaux vertes condamnées à se soumettre ou à disparaître, et pleines nichées de Skaven extirpés de leurs trous et emportés par une avalanche de muscles verts et d'agressivité. Puis la Waag Rom rencontra des tribus ogres arrivant du sud et de l'est. Tout d'abord, elles se battirent, et c'est alors que Gork manifesta sa volonté. Au cours d'une bataille contre 3 tribus ogres, un séisme provoqua un glissement de terrain qui emporta des centaines de peaux vertes.
le sol se fissura, et des ogres grognant de surprise furent engloutis dans des crevasses remplies de lave. Au paroxysme de ce tremblement de terre, Grimgor sentit tout son être saturé par une énergie venue du ciel qui exacerbait son appétit de violence. Grimgor rejeta la tête en arrière et poussa un rugissement assourdissant qui ne semblait ne jamais devoir cesser. L'écho du hurlement de Grimgor acheva enfin de se répercuter contre les pentes et le sol cessa de vibrer. Les ogres et les peaux vertes survivants n'ignoraient que Gour, le vent de la bête, s'était insufflé en Grimgor. Du moins ressentait-il les vagues de puissance divine et bestiale qui irradiaient du chef de guerre, et ils se regardèrent avec un étonnement partagé. Dans un même mouvement, orques, gobelins et ogres se prosternèrent devant l'incarnation de la bête. Désormais Grimgor allait diriger la Wag de la bête, une armée telle que le monde n'en avait jamais connue.